Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Initiative Release. J'ai un nouvel invité aujourd'hui à qui je passe la parole pour qu'il se présente en quelques mots. Eh bien, bonjour à vous, je m'appelle Nicolas Liévaux, j'habite Orléans et je suis rôliste depuis le milieu des années 80, avec des périodes d'activité plus ou moins marquées. Précédemment, j'étais archéologue, je travaillais pour un institut qui dépend du ministère de la Culture, j'ai changé d'activité et depuis peu, depuis le mois de novembre 2021, j'ai créé ma micro-entreprise qui s'appelle Jeux, Histoire, Patrimoine. On va revenir dessus. Alors, le premier contact que j'ai avec toi, Nicolas, était consécutif à un sondage que tu avais fait en 2021, je crois. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à quelques rôlistes. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors ouais, effectivement, alors je vais devoir un peu parler de mon passé. En fait, donc comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, j'étais archéologue et puis pour différentes raisons, j'ai arrêté ce métier. Mais je voulais continuer de travailler dans le milieu du patrimoine, de la culture. Et en fait, je me suis lancé dans une nouvelle formation, dans un master de droit appliqué au patrimoine. Et au cours de ce master, j'ai fait un stage dans les musées d'Orléans. Et dans le cadre de ce stage, je devais m'occuper d'un musée en particulier. Et puis j'ai eu comme idée, effectivement, de mêler collection des musées et jeux de rôle. C'était un projet que je devais développer, mais malheureusement, il y a eu un truc qui s'appelle la crise sanitaire l'année dernière. Et en fait, on a été obligé de changer de mission et de faire des missions en distanciel et de proposer des actions en ligne. Mais j'avais toujours gardé dans ma tête l'idée de mêler musée et jeux de rôle. Et il se trouvait que dans le cadre de ce stage et de cette année de master, je devais faire un mémoire et donc du coup j'ai choisi de faire un mémoire sur le jeu de rôle dans les musées. Et à cette occasion, j'ai effectivement diffusé un questionnaire qui comportait une vingtaine de questions alors sur différents réseaux sociaux, sur des groupes Facebook, mais aussi sur le forum de Black Book Edition, sur le forum de la Fédération française de jeux de rôle également. Donc ce questionnaire qui posait une vingtaine de questions, interrogeait les personnes sur leur pratique de jeu, bon, sur leur identité bien sûr, sur leur pratique de jeu et puis aussi sur leur relation au musée et voir s'il y avait moyen de tout mélanger. Donc c'est par cet intermédiaire-là qu'on s'est effectivement rencontrés pour la première fois. Ouais. Comme quoi, c'est bien d'utiliser quand même plusieurs réseaux, puisque j'ai beau avoir rejoint la FFJDR à l'été 2021, moi, c'est par Facebook que j'avais vu ton D'accord. questionnaire. Ok. Alors, histoire qu'on te connaisse un peu plus, comment as-tu découvert le jeu de rôle et quel type de joueur penses-tu être? Alors, le jeu de rôle, je l'ai connu au milieu des années 80, quand j'étais en sixième. En fait, j'avais un copain, j'ai fait connaissance d'un gars qui a commencé à me parler de livres dans lesquels il y avait des aventures bizarroïdes de petits bonhommes qui ont des pieds poilus et qui doivent aller cacher un anneau. Ils sont poursuivis par des cavaliers noirs. Alors, tout ça, ça m'a super intrigué. Et puis, il m'a prêté ses livres, j'ai commencé à lire ça. Et puis, ses parents lui avaient offert un jeu qui s'appelait L'œil noir. Et donc, il m'a montré ce jeu, puis on a commencé à jouer avec sa sœur, on a commencé à jouer aussi quelques fois avec ses parents. Et au collège, ben, on était au début deux ou trois à jouer ensemble, puis après on s'est créé un petit cercle d'amis et on a joué ensemble avec ce cercle d'amis quasiment jusqu'à l'université. Donc au début, on a joué à quelques jeux, à des jeux issus du commerce, dont l'œil noir. Alors sachant que je dois avoir la spécificité d'être l'une des rares personnes à n'avoir quasiment jamais joué à DD ou à DD, quelle que soit son itération. On est passé à côté, ça ne nous plaisait pas trop, donc ça peut paraître bizarre. Et puis après, assez rapidement, dans notre groupe, on avait un copain qui avait un esprit très créatif et puis qui a créé pas mal de jeux de rôle par lui-même. Et au bout d'un moment, soit on jouait à ces jeux, ou alors on utilisait des systèmes de règles universelles, donc GURPS, et on développait nos propres univers, on bricolait notre propre truc pour les adapter à notre sauce, à ce qu'on avait envie de faire. Ouais. Voilà. C'est quand même assez dingue comment un truc qu'on a pu tester il y a, allez, disons un peu plus de 30 ans, pour ne pas dire 40, pour Hum. l'un de nous deux. Enfin, non, peut-être pas jusque-là, c'est un peu abusé, mais comment ces souvenirs en fait restent assez prégnants et on peut s'en rappeler. Je me Ouais, rappellerai, enfin, je peux pas énumérer tous les jets de dés que j'ai pu faire, les fumbles et les critiques, mais bon, ça reste des souvenirs qui marquent. ouais, Et tout à alors fait. maintenant, parlons de ta micro-entreprise, de quoi s'agit-il? Alors, ben, Jeux Histoire Patrimoine, c'est une micro-entreprise qui a comme objet de faire de la médiation culturelle
avec les musées. Alors ça pourrait se développer dans d'autres institutions patrimoniales. Moi, en l'occurrence, je travaille plutôt avec les musées et donc avec les musées d'Orléans. Et parmi les musées d'Orléans, le musée d'histoire et d'archéologie, qu'on appelle l'Hôtel Cabu d'Orléans. Et pour faire cette médiation culturelle, j'utilise un type de jeu de société très particulier et très bizarre qui s'appelle le jeu de rôle sur table. En fait, il se trouve que le jeu de rôle, c'est un outil qui est utilisé assez souvent dans des bibliothèques, dans des médiathèques, mais qui n'est pas si souvent que ça utilisé dans les musées. Et l'objectif de Jeux Histoire Patrimoine, il y a deux objectifs principaux et un troisième qui en découle. Le premier, c'est de renouveler, régénérer d'une certaine manière les publics des musées, donc en tout cas celui de l'Hôtel Cabu, et aussi de valoriser de manière originale les collections muséales en les incluant ou dans un scénario. Et après, le troisième qui en découle, finalement, c'est de faire la promotion du jeu de rôle pour montrer que le jeu de rôle, c'est certes un outil qui est issu de la culture populaire, mais qui sert également de diffuseur de savoir et peut participer d'une certaine manière à la démocratisation du savoir, donc en l'occurrence dans mon cas, du savoir archéologique et historique. Alors, quand tu dis très peu utilisé dans les musées, est-ce que tu ne serais pas le premier à faire ça? Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a l'association Manoir du Crime à Montpellier, qui est une grosse association qui a commencé avant moi. Donc, qui fait du jeu de rôle donc, dans le musée de l'art l'Antique et qui organise aussi des jeux donc, issus du jeu de rôle, donc des murder parties, etc., des soirées enquêtes dans les musées. Donc en Ok. fait, là après, je suis pas non plus le seul, on n'est pas non plus deux. Là où je suis assez content, c'est comme je l'ai dit, j'ai diffusé mon questionnaire, c'est aussi sur le forum de Black Book Edition. Donc je suis rentré aussi en contact avec certaines personnes sur ce forum. Et je sais qu'il y a un utilisateur de ce forum qui a trouvé mon idée assez sympa et qui, en février dernier, oui, c'est en février dernier, il a développé une action jeu de rôle, un week-end jeu de rôle dans le musée Sainte-Croix de Poitiers. Donc D'accord. on est quand même quelques-uns à s'y mettre. Bon, ben, écoute, moi, avec mon propre jeu, j'espère vous rejoindre prochainement. Donc, Bah oui. c'est chouette. On vous mettra plusieurs liens en commentaire de cette vidéo. Alors, de ton côté, dans ta ville, quels sont les jeux que tu fais jouer et pour des parties de quelle durée en moyenne? Alors, donc en fait, il se trouve que dans ce qu'on fait actuellement, on met en valeur donc, ce qu'on appelle le fleuron des collections de l'Hôtel Cabu, qui est un trésor de l'époque gallo-romaine. Donc moi, j'avais pledgé il y a quelque temps déjà sur le jeu Imperator, qui se passe exactement à cette période-là, et moi, j'avais l'intention de toute façon d'utiliser ce jeu-là. Euh, Par l'intermédiaire donc toujours de ce fameux questionnaire que j'ai mis en ligne, je suis rentré en contact avec Bruno Guérin, qui est donc l'auteur d'Imperator et aussi d'Antica. Et donc en fait, on s'est mis d'accord, on s'est commencé à téléphoner, etc. Puis on s'est rendu compte qu'on partageait un peu la même opinion sur le jeu de rôle, etc. Et en fait, on a créé un premier scénario autour donc, du trésor de Neuville-en-Sullias, qu'on a fait jouer une première fois au mois de novembre. Et après, on va développer, il y a deux autres scénarios qui vont être développés parce que dans le premier scénario, on n'intègre pas la totalité de ce trésor. Et donc, dans un scénario que je fais moi, ça va être pas pour Imperator, mais plutôt un jeu d'ambiance celtique, donc ce sera la légende celtique. Et Bruno, lui, va faire un deuxième scénario, toujours sur Imperator. Donc voilà, pour l'instant, c'est Imperator. On va essayer de différencier, donc légende celtique, Imperator. Et les parties, pour le moment, on fait venir les gens à 13h30 à l'entrée du musée le dimanche et jusqu'à 18h, en sachant qu'on ne joue pas jusqu'à 18h, parce que 18h, c'est l'heure à laquelle le musée ferme, donc on termine un petit peu avant, donc de 13h30 jusqu'à 17h45. Ouais, ça fait déjà C'est une une bonne grosse session de sortie jeu. de brunch, hein. Ouais, c'est une bonne session de jeu. Alors après, donc les musées d'Orléans, la responsable des publics d'Orléans, donc elle est effectivement très favorable à cette action qui est un petit peu originale, donc elle m'encourage même à la développer. Elle, effectivement, son seul petit hic, c'est qu'effectivement, les scénarios sont peut-être un peu longs. Elle a un peu peur que ça dissuade des gens de venir.
Bon, pour le moment, on a fait 5 sessions et on a reçu entre 21, 22, 23 personnes. Donc à chaque fois, on a toujours des tables de 4 ou 5 joueurs en moyenne. Donc D'accord. finalement, bon, Et les gens alors, viennent quand même. est-ce qu'à titre perso, tu serais pas, toi, plutôt un fervent adepte des parties de 4 ou 6 heures plutôt que des parties de 2 heures? Ah, je suis même adepte des parties de 6 à 8 heures en fait, ouais. D'accord. Mais c'est vrai Ouais, que c'est ça, dur pour moi de limiter. Ouais, c'est vrai que c'est dur pour moi. Ouais. c'est un sacré challenge de ramener un jeu à 2 heures. Oui. Je me rappelle de convention, on m'a même demandé de faire des trucs d'une heure et demie. Là, tu te dis non, non, je peux pas, j'y arriverai pas. Et moi, Euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est ouais, qu'en fait, je trouve aussi que le jeu de rôle dans les musées, c'est quand même quelque chose de sympa parce que du coup, il y a quand même pas mal de conservateurs dans les musées qui se plaignent de la crise de l'attention des visiteurs. Par exemple, à la Tate Gallery à Londres, ils ont estimé qu'un visiteur reste 8 secondes devant un tableau. Au Louvre, il reste 10 secondes devant un tableau. En fait, qu'est-ce que tu veux retenir quand tu restes, quand tu as des centaines de tableaux et que tu passes 8 secondes ou 10 secondes? Tu ne retiens rien, c'est pas possible. Quoi. Tu dis juste, je suis allé faire le musée machin, puis tu fais une petite croix sur ton carrier. Voilà, j'ai fait le Louvre, c'est super, mais tu retiens rien. Et en fait, moi aussi, la manière dont je vois le jeu de rôle dans les musées, serait une sorte de, comme ils disent en anglais, de slow visit, une visite lente, où justement, tu prends ton temps, tu es au contact. Nos parties de jeu de rôle, elles se font dans la salle, directement dans la salle, devant les œuvres qui sont mises en valeur dans le scénario. Donc, on joue vraiment devant les œuvres, et les joueurs ont largement le temps, et les visiteurs aussi, bien évidemment, du musée, parce qu'ils sont joueurs et visiteurs, ont largement le temps de s'imprégner de ces œuvres. Elles développent un rapport un peu particulier à elles développent même un lien, elles découvrent généralement ce patrimoine local. Et moi, c'est ça ce que j'aime bien, c'est peut-être ça aussi, cette raison c'est peut-être aussi pour cette raison que j'aime bien que les parties soient un peu plus longues, pour justement laisser le temps aux gens de s'approprier les collections des musées. ok. Donc, moi, je suis intimement convaincu que découvrir une œuvre d'art via le jeu, alors déjà avoir le temps de le faire, c'est important. Je me rappelle avoir vu la Joconde une ou deux fois et d'être extrêmement frustré par l'inconfort Mm, de la voir. Alors, je ne sais pas si ça a évolué, mais quand je l'ai vu, il fallait se tenir à je ne sais pas combien de mètres. Et puis, il fallait rapidement circuler. Donc, c'est plutôt frustrant. mm, mm. Et pour ceux qui iraient à New York et essayer d'aller voir le Met Museum, c'est hallucinant. Tellement c'est agréable. Et puis, on a vraiment le temps de voir des choses impressionnantes qui nous parlent. Et quand on lit les noms sur les plaquettes, on se dit, mais ça, je connais, etc. Alors, est-ce que tu as identifié le type de profils qui se sont assis donc à cette table? Est-ce que c'était déjà des gens qui fréquentaient le musée, pardon, ou alors ils étaient venus d'abord pour le jeu et ensuite ils ont fréquenté le musée? Alors, c'est des personnes qui, de toute façon, leur point de départ, c'est qu'ils viennent jouer. Le jeu en soi le jeu est une fin en soi pour toutes les personnes qui sont venues. Et donc, le profil des personnes, parmi toutes celles qui sont venues, en fait, il y a deux caractéristiques principales. La première, c'est que ce sont des personnes qui ne sont jamais entrées dans le musée. Donc, trois quarts d'entre elles, 76% plus précisément, rentraient pour la première fois dans le musée. Donc, ça veut bien dire que c'est le jeu de rôle qui les a fait venir dans ce musée. Donc c'est pour ça que je dis que l'objectif de ma micro-société, c'est de développer, de régénérer, de renouveler les publics des musées. Là c'est le cas. C'est des personnes qui ne connaissaient pas le musée, qui sont rentrées pour la première fois. Sachant que les personnes qui viennent jouer, c'est ce qu'on appelle le public de proximité. Donc dans mon cas, ce sont des Orléanais ou des personnes qui vivent autour d'Orléans. Et c'est des personnes qui, malgré ça, malgré leur proximité, ne connaissaient pas ce musée. Donc ça, c'est le premier point. C'est des personnes alors il y a trois points en fait, je vais dire. C'est des personnes qui ne connaissent pas le musée. Ce sont des personnes qui, pour la majorité d'entre elles, découvrent le jeu de rôle. J'ai plus de 50% des personnes qui viennent jouer qui sont des débutants en jeu de rôle. Donc ça veut dire que c'est bien cette fois-ci, c'est bien parce que le jeu de rôle se passe dans un musée qu'elles sont venues. Et enfin, le troisième point qui pour moi est aussi au moins aussi important et peut-être même plus, c'est que le public féminin est majoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de 50% de joueuses, de femmes. Alors moi, c'est des parties que je fais pour les 18 ans et plus. Donc c'est pas des adolescents ou des enfants, ce sont vraiment des adultes et ce sont vraiment des femmes qui sont venues. Et je trouve ça bien parce que du coup, généralement,
le jeu de rôle est en train de s'ouvrir un petit peu à la gente féminine, mais là, le fait de jouer dans un musée, ça apporte quelque chose à ces dames qui doivent très certainement considérer le musée comme un espace safe, sain, et donc qui doivent les inciter à venir jouer en confiance. Et ça, moi, je trouve ça super si en plus le musée peut remplir aussi cette fonction. Oui, puis ça peut aussi être une appétence pour l'art, quelle que soit sa forme. Donc, c'est une Oui, très bonne aussi. nouvelle. Bah, tu prends les devants sur la question suivante que j'avais à te poser. J'en aurai une dernière, si ce n'est pas indiscret. Quels sont les tarifs que tu pratiques pour les institutions comme les musées? Alors, quand j'anime une partie, mon tarif horaire, c'est 30 €. Et alors je suis un début d'activité, donc voilà, pour l'instant, voilà, c'est C'est ce que j'ai c'est fait. très raisonnable. C'est très raisonnable, ça va très certainement évoluer au fur et à mesure des mois et peut-être l'année prochaine. Et donc, quand j'écris un scénario tout seul, hein, je facture 25 € de l'heure. Voilà. Puis généralement, je considère que ça prend une journée, mais dans les faits, ça prend plus. C'est aussi le problème, c'est que les musées, ils ne sont pas non plus riches comme Crésus. Et du coup, Ouais, si je devais facturer tout ce que je faisais, ben, je ferais une action pour l'année dans un musée, quoi. Donc, du coup, d'accord. il faut Ouais. réfléchir, avoir une juste proportion dans ses tarifs. Bon, bah, écoute, en tout cas, un grand merci pour ce travail que tu fais de promotion du jeu de rôle, de le rendre accessible à un public varié et puis de l'amener dans des lieux institutionnels comme les musées. Bah, je vais te souhaiter de progressivement pouvoir t'imprimer des cartes de visite en marbre. Bah ouais, ce De, serait bien. de ton côté, est-ce que tu aurais une question à me poser en retour? Oui, tout à fait. Alors, j'ai cru comprendre que tu t'intéressais de plus en plus à l'histoire et que tu trouves qu'il y a de plus en plus de personnages historiques qui ont des vies nettement plus riches et intéressantes que des héros de fantasy ou de littérature du monde de l'imaginaire. Et donc, à ce titre, est-ce que tu peux nous citer des héros, des personnages historiques qui t'ont inspiré ou que tu juges qu'ils ont une vie bien plus trépidante qu'un Aragorn ou autre? Trépidante, je sais pas, mais en tout cas passionnante. Et puis c'est vrai que le côté histoire vraie, c'est assez saisissant. Les derniers qui m'ont assez marqué, ça peut être Sarah Bernard, qui a été quand même la première des Beyoncé ou de Michael Jackson mondiale, qui était ultra connue. Et pour donner un exemple de sa popularité, quand elle s'est présentée devant Alexandre III et qu'elle a fait une révérence, le tsar l'a interrompu et c'est lui qui lui a fait une révérence. Donc il faut voir quand même le niveau. Une anecdote la concernant également, elle devait donc faire sa tournée aux États-Unis. Il y a un évêque qui avait la main mise sur un patelin et il a fait toute une campagne diffamatoire contre elle en disant aux gens qu'ils ne devaient pas aller voir son spectacle. Et quand elle est arrivée, elle lui a écrit une lettre lui disant: j'avais prévu 500 $ pour ma réclame. Grâce à vous, ce n'est pas nécessaire. Voilà 100 $ pour vos pauvres. Donc, c'est quand même un niveau de tacle assez magique. Mmh. Donc, c'est une personne délirante et puis qui avait des lubies comme se coucher dans un cercueil pour maintenir sa longévité ou d'autres choses. Toujours dans les personnages féminins, il y a Camille Claudel qui m'a aussi bien impressionné. Sa fin de vie est terrible. Donc, il y a des tas de personnages historiques qui valent le détour. Et allez, pour en citer un troisième, un ecclésiastique qui avait fondé, si je ne me trompe pas, l'ordre des Jésuites, consécutivement à son combat lors de l'événement qui s'appelle le Concile de Valladolid, qui était une réunion d'ecclésiastiques pour déterminer si les indigènes d'Amérique du Sud étaient les enfants de Dieu ou pas. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, bah, avant cela, il y avait aussi Richard Dartois des Rois Maudits qui m'avait quand même transporté. Donc là, on était quand même à mi-chemin entre la version romancée de l'histoire, mais voilà, c'est des beaux personnages. Mmh, Mais mmh. écoute, on arrive à la fin de cette interview. Merci pour ton temps et encore une fois pour ce que tu développes. On reste en Merci à toi. contact avec grand plaisir. Et puis à tous, je vous dis à très bientôt. Bon jeu, amusez-vous. Et un grand merci à toi. Au revoir. Au revoir.